Bonjour chers auditeurs des Pod-Calais. Cette semaine, on va parler d'une série Netflix qui est terminée il y a quand même quelques semaines maintenant. On va parler en fait de Star Trek Discovery, la fin de la saison 3, et on va passer un peu en revue, en globalité, cette saison, qui a laissé du bon et du vraiment moins bon. Ouais, alors je vais rappeler un petit peu les faits, parce que on se souvient qu'à la fin de la saison 2, l'équipage du Discovery traversait une espèce de couloir temporel qui les menait en fait, 930 ans plus tard dans le futur. Et quand ils arrivent, en fait, déjà ils sont séparés. Il y a d'un côté Michael Burnham avec sa tenue d'ange. Avec sa tenue d'ange qu'on va dire. Ça, c'est vrai que il faut se reporter à la saison 2 pour savoir le pourquoi du comment. Et ensuite, il y a un an après, il y a le Discovery qui arrive avec le capitaine Saru à ses commandes. Et on est très content de retrouver Saru enfin aux commandes. Enfin, voilà, avec un bon capitaine qui a quand même bien évolué depuis et puis qui est devenu très très compétent à la tête d'un vaisseau. Certainement le personnage qui a le plus évolué en 3 saisons d'ailleurs, mais bon. Moi, j'aurais dit le seul qui a évolué en 3 saisons. Ouais, le seul. Et donc, le contexte, c'est que la fédération a complètement disparu. Et puis qu'ils arrivent dans le truc, mais chaotique, quoi. Il y a des morceaux de vaisseaux partout dans l'univers. Enfin, dans la galaxie. Et donc Starfleet lui s'est replié sur lui-même, donc il vit maintenant dans sa bulle. Mais quand je dis dans sa bulle, c'est vraiment une bulle, quoi. Au sens littéral, une bulle quantique. Donc ils ont plus du tout de contact avec les peuples extérieurs, c'est-à-dire même les principaux peuples. On peut consulter par exemple les Vulcains, les Romuliens, les Klingons, les Andoriens et les Orions par exemple. Il n'y a plus de contact du tout, c'est vraiment hostile, on va dire. Voilà, puis chaque peuple s'est refermé sur lui-même. Ouais. Depuis le Brexit, c'est ce qui est arrivé. Là, c'est pas le Brexit, mais c'est le brasier, donc c'est une espèce de phénomène qui a enflammé tout le dilithium quasiment du quadrant alpha ou delta, je sais plus quoi. Tout ce qui était aux alentours et tout ce qui est tous les vaisseaux qui étaient apparemment, on va dire sur des milliards de kilomètres, ont subitement pris feu et ont été détruits. Ça a engrangé cette espèce de conflit dont on développe pas donc le motif, parce que là aussi c'est une grosse problématique aussi de cette saison 3. Quoi. Une grosse problématique sur le motif du brasier. Et en fait, décalqué sur chaque saison, c'est-à-dire qu'on a toujours un fil rouge à chaque saison, et là, le fil rouge, c'est le brasier. Donc, on a aussi l'apparition de nouveaux personnages, donc un certain Han Solo. Au départ, c'était un petit peu Han Solo parce qu'il y avait une espèce de vaisseau qui faisait un peu faucon, hein, il passait entre les épaves et tout. Donc, c'est le dénommé Book, donc lui, avec son chat rancune, on va dire. Cette espèce de chat un peu bizarre, quoi. On sait pas bien, hein, il est un peu mystérieux, ce chat. Hein. Il est mystérieux jusqu'au bout, on sait juste que c'est une reine, parce qu'il arrête pas de le dire, et puis c'est tout. On n'en sait pas plus, mais même à la fin. Ouais, c'est ça. Ça va, c'est pas un flerken, c'est déjà ça. Ouais. Avec des grosses tentacules qui sortent de sa bouche, tu vois, le truc bien Lovecraftien, quoi. Et puis on a deux autres personnages qui sont c'est un Trill, hein, c'est un symbiote Trill, qui en fait qui a été greffé dans un jeune garçon qui s'appelle Grey, et ce Trill a été greffé dans une fille qui s'appelle Adira, donc c'est le Adira Tal, c'est le nom du symbiote. Voilà, donc le premier Trill incrusté dans un corps d'humain, pour être bien précis, c'est-à-dire que normalement c'est pas censé être compatible. Voilà, comme ça on a une histoire qui va pouvoir se construire derrière. La race des Trill qui est apparue d'ailleurs dans un épisode de Star Trek Next Generation, donc ça remonte quand même à longtemps. C'est pas une innovation de Discovery, quoique on va dire non, c'est vrai que chronologiquement c'est Next Generation la première apparition, avec un truc qui s'est un peu plus développé dans Deep Space Nine aussi, mais voilà quoi. Donc c'est un symbiote qui est une espèce de Goa'uld, mais de Goa'uld bien intentionné, quoi, on va dire. Il prend pas le contrôle permanent sur le corps, quoi. Ouais, il se rapprocherait plus d'un Tok'ra que d'un Goa'uld. Ouais, c'est ça, c'est le Tok'ra, c'est ça que je cherchais justement. Donc quand on parle de Tok'ra et de Goa'uld, ça fait référence à Stargate, hein, évidemment, la série, quoi. On va pas faire la rapprochement comme ça de tête, hein, c'est parce que nous. C'est vrai que pour nous ça paraît évident. On baigne un peu dedans, c'est pour ça que voilà on a suivi, quoi. Quoi, vous connaissez pas Stargate? Cliquez sur quitter tout de suite. Donc il y a cette histoire de symbiote, et on va dire ces trois nouveaux personnages qui vont un peu jouer le bon côté. Et puis d'un autre côté, on a l'adversaire qui est personnifié par l'Orion, donc Ozira, qui est à la tête de la chaîne Nemrod. Donc Ozira, qui est les Orions, c'est ces espèces d'extraterrestres à la peau verte. Ouais, qui ressemble un peu à Gamora dans Avengers. Pour moi, il y a un côté She-Hulk que tu sais quand tu vois ces personnages. Ah ouais, aussi, ouais. Enfin, il y a côté
côté Hulk, tu vois. Il n'y a pas les muscles qui vont avec. Ouais, non, il n'y a pas les muscles, c'est sûr. Comme tu dis, Zira qui fait partie de la race des Orions, on l'a vu. On les a vus déjà il y a très longtemps, hein. C'était dans un épisode de l'épisode pilote de la Star Trek, la série classique, justement avec Pike. Bon, c'est une race qu'on n'a pas beaucoup vue dans les séries. Hein. Ouais, c'est une race qu'on nous sort parce qu'il faut un méchant. C'est pas plus ça. Compliqué que ça. Hein. Ouais, il fallait un méchant. Voilà, bon, j'ai un peu posé les enjeux, j'ai un peu posé les personnages. Maintenant, on va aborder un peu pas tous les épisodes, mais les épisodes qui posent problème. Est-ce que tu veux peut-être commencer avant tout ? Bah, en fait, on peut pas revenir sur tous les épisodes parce qu'il se passe pas grand-chose dans chaque épisode. Hein. Faut dire ce qu'il faut. Et c'est juste des épisodes pour compléter du vide et puis pour t'amener à la conclusion. Hein. J'ai oublié un petit truc, c'est que maintenant, ils ont une espèce de technologie maintenant qui est technologie qui s'appelle la matière programmable. Donc, dans un épisode, on a une nouvelle version du Discovery qui est un peu plus moderne. Un upgrade. Hein. Le problème, c'est une espèce de mise à jour. Mais j'avais l'impression de voir un vaisseau de Tron quand j'ai vu ce vaisseau, tu vois, avec les nacelles qui sont maintenant séparées, tu vois. Ces lignes bleues qui parcourent la soucoupe ou les nacelles, tu sais. Non, je suis pas arrivé jusqu'à cette conclusion. C'est-à-dire que pour moi, ça pose un problème. Je sais pas si tu iras dans mon sens, mais comme c'est de la matière programmée, c'est quand même de la matière informatique. Donc quelque part, est-ce que ils vont pas avoir un problème, c'est que si le contrôle reprend le contrôle, tu sais, qui était dans le 2 et qui avait tendance quand même à reformater les trucs, est-ce que s'il prend pas justement la mainmise sur la matière programmable, est-ce qu'il peut pas retourner le truc en son avantage, tu vois, quelque part Bah écoute, ça fait une idée de scénario pour la saison 4, donc vous pouvez nous envoyer votre chèque. Si les gens qui ont fait... Parce qu'on est bien d'accord que le contrôle, il est en stase, il a pas disparu. Ah, pour moi, il a disparu, le contrôle, parce qu'ils disent bien qu'il y a plus de vie, donc le contrôle n'a pas pu se développer. Ah bon ? Ouais, c'est ce qu'ils disent dans le premier recherche de forme de vie. Et quand il y avait des milliards de vies, il s'est dit contrôle, du coup, c'est bon, on l'a battu. Pour moi, comme tu dis, contrôle, il y avait qu'à se mettre dans un disque dur, entre guillemets, en stase, et puis d'attendre quelqu'un qui le découvre, et puis il peut gruger les senseurs quand même, les détecteurs, tu veux dire, tu penses pas ? Mais non, mais quand Burnham, elle s'écrase sur la planète, elle dit nombre de signes de vie, puis elle en trouve plein, donc forcément, elle se dit, le contrôle, il n'y a pas réussi à gagner. C'est la facilité scénaristique, hein, non ? Bah, c'est parce qu'on veut passer à un autre méchant, tout simplement. Pour lire l'histoire avec le contrôle, c'est fait, donc il y a eu CTRL Z, du coup, c'était bien. Oui, c'est toujours le problème. On va passer, là, bon, il y a eu 13 épisodes. Il y en a 3 qui sont un petit peu des redites. Alors je pense notamment à cet épisode où elle va sur Nivar, qui est la nouvelle planète Vulcain, qui est un épisode qui était très bavard, qu'on avait regardé ensemble. C'est un épisode standard de tribunal, comme il y a dans toutes les saisons où on se fait chier pendant une heure et demie. C'est un peu une suite de l'épisode avec unification, avec Spock, qui veut en fait réunir Vulcain et Romulus, tu vois, pour qu'ils se retrouvent et qu'ils aient un petit peu de harmonie entre eux. Et là, une nouvelle fois, c'est Burnham qui lance les négociations, mais il y a beaucoup de maladresse aussi dans cet épisode. Elle lance une négociation pour avoir accès à des données pour comprendre ce qui est arrivé au brasier. C'est-à-dire que les mecs, ça fait à peu près 1000 ans 100 ans qu'il y a eu un événement on va poser problème, catastrophique. Et il faut attendre quelqu'un qui arrive de 1000 ans dans le passé pour vous mettre au boulot. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est cet aspect-là que je voulais aborder. Justement, comme tu disais, c'est que comme tu disais fort justement, bon, ça fait 120 ans que le brasier il s'est passé, voilà, comme on dit, mais ils n'ont pas cherché à faire d'enquête chez la Fédération. Ouais, en gros, ils n'ont pas cherché à renouer avec les autres peuples pour essayer de trouver une solution et de dire on n'est pas responsable de ça. Ils sont pas responsables de ça, je vois pas pourquoi on met ça sur le dos de la Fédération et de Starfleet alors qu'ils sont pas responsables. Ça a pété ça pète dans un coin, donc c'est la Fédération qui est responsable. C'est totalement ridicule. Bah après voilà, ils ont plus de moyens, donc c'est l'excuse qu'ils ont trouvée. Comme beaucoup de vaisseaux ont pété, ils ont plus de moyens, mais ce qu'il faut se dire c'est que y a pas que les vaisseaux de la Fédération qui ont pété. Non. Il y a tous les vaisseaux qui ont pété. Ouais. Donc plus personne a de moyens. Donc la Fédération normalement c'est la collaboration entre les peuples. Et là comme il y a plus de dilithium, plus de moyens et plus de possibilités d'utiliser le dilithium à volonté parce que il a explosé. Du coup, voilà, il y a le capitalisme qui revient et le dilithium devient une marchandise. Et du coup, je vois pas en quoi ça gênerait la Fédération dans ces entreprises de... Si, c'est gênant parce que ils ont plus trop de ressources, mais voilà, à la fin, tu te comprends pas pourquoi ils en sont venus là. Quand tu regardes la fin de la série, tu comprends pas... C'est un gros problème, c'est Burnham qui est au centre du fil rouge, encore une fois, comme dans le 2. Il n'y a plus pour moi dans cette saison de notion d'équipe qu'il pouvait y avoir comme dans les précédents Star Trek.
Trek, c'est Burnham qui règle tous les problèmes dans tous les épisodes. Si elle est pas là, t'as l'impression que les autres c'est tous des imbéciles, qu'ils sont incapables. Même l'amiral, j'aime bien ce personnage, mais il aurait dû sortir les doigts du cul et se dire, mais la Fédération, c'est quelque chose qui s'est fait sur plusieurs siècles. On l'a vu dans la chronologie, par exemple. Et là, tout s'est écroulé d'un coup. Ils ont tout laissé partir. Bon, ils attendent Burnham. Ils ont attendu que Burnham revienne pour que tout... ils sont pas sortis de leur bulle, ils sont pas sortis de leur truc. Ils ont rien fait. On voit, il y a pas un seul vaisseau de la Fédération qui fait une seule action, il y a que le Discovery qui balade dans l'univers, quoi. C'est un problème, je sais pas, il y a un manque d'ampleur dans cette saison, et en plus, on sait même pas ce que deviennent les Klingons, parce que les Klingons, c'est quand même une race prédominante de la mythologie Star Trek, on va dire. Et là, on sait pas ce qu'ils deviennent, donc Burnham règle le problème, elle libère les esclaves. On parle de ce double épisode avec le Gardien de l'Éternité, qui est en référence la série classique, où justement, on a une double épisode de redondance avec justement l'univers miroir et Georgiou qui justement était malade parce que elle arrive dans un autre espace-temps. Elle retourne dans l'Empire terrien entre guillemets. C'est ça. Donc il y a tout cette machin, et puis c'est une histoire de complot et de trahison, mais ça devient ridicule. Même Stamets, c'est un traître dans cette histoire. Et puis voilà quoi. Il faut Burnham à tout prix. C'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, c'est que c'est tout du remplissage. Tous les épisodes sont du remplissage. Il y a un vrai problème, quoi. Il n'y a pas de dynamique dans les épisodes. C'est-à-dire que tu peux prendre même les épisodes, je pense, séparément, à part le fil rouge, tu suis sans problème. Donc là, il y a Burnham déjà qui sauve la situation en étant l'ange rouge d'un côté, mais là, c'était un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'ils ont quand même dû tous collaborer et tous dire on part ou on part pas. Et après, t'as l'impression que là, Burnham, c'est le messie, quoi. Elle arrive et puis c'est elle va tout gérer le problème. Elle va convaincre ou même pas convaincre. Ah oui, ça aussi, il faudra en revenir. Ouais. C'est-à-dire qu'elle convainc l'amiral de pouvoir reprendre les recherches pour le brasier. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui a pété toute la flotte. Et c'est évident que tu vas faire une recherche. Il faut comprendre ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. C'est pour ça que je te dis, moi, la Fédération, c'est un tas d'imbéciles, parce qu'ils ont attendu qu'elle arrive. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu cette histoire, ils auraient continué à laisser l'histoire du brasier. C'est bon, on s'en tape. Donc la Fédération, c'était mort, quoi, quasiment, quoi. Ouais, tout ça pour soi-disant qu'ils ont un problème de ressources, ce que je peux comprendre. C'est vrai que quand tu peux plus te déplacer, tu te déplaces plus. Puis, je sais pas, parce que ils ont l'air d'en avoir quand même des ressources à la Fédération. Et puis après, chacun qui s'est replié sur soi, que ce soit les Vulcains, donc Nivar, ou alors les autres aussi. Oui, tout à fait. Tout le monde s'est refermé, mais tu sais pas d'où ça sort, quoi. Je veux dire, en 100 ans, tout il s'est écroulé parce qu'il y a personne qui a fait une enquête. En gros, si j'ai bien compris, tout s'est écroulé parce que personne n'a enquêté sur la cause. Exactement, c'est que le brasier a été laissé comme ça fait 120 ans que c'était comme ça dans l'air, et puis comme je t'ai dit, la Fédération n'a pas fait d'enquête, Starfleet s'en fout, tout le monde s'en fout, et puis voilà, quoi, chacun de son côté, chacun chez soi, et puis on met pas les moyens en commun pour essayer de trouver une solution et de machin, parce que c'était ça le principe de la Fédération, c'est de mettre en commun, parce que si les Vulcains sont venus sur Terre, c'est aussi pour partager leur connaissance avec les humains, et ensuite ils ont été voir les Andoriens, ils ont été voir les Klingons. Les Klingons, c'était une race plutôt hostile au départ, mais avec Worf et tout ça, donc c'est devenu des alliés. Et puis après, t'as plein on le voit de toute façon à travers les séries, que ce soit Next Generation, Deep Space Nine ou même Enterprise, qui revient un petit peu en arrière, mais il y a toujours eu cette volonté d'avancer vers l'inconnu, vers l'étranger, on va dire, entre guillemets, et puis de dire, on va se tenir les coudes. Il n'y a plus cette mentalité du tout dans la saison 3. Il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Tout se centre autour de Burnham, et c'est encore plus flagrant dans les 3 derniers épisodes, qui forment un tout, on va dire. Parce qu'il y a un suspense qui se monte, on va revenir sur... C'est léger comme suspense. Surtout que ça se dégonfle bien. Totalement, mais bon, on va dire que le 11 et le 12 se tiennent à peu près, mais tout s'écroule avec le 13, quoi. Parce que si on met en évidence le 13, où il y a une pléthore de facilités scénaristiques, mais on prend vraiment le Trekkie limite pour un imbécile, quoi, avec tout des conneries du style... allez, on va faire un petit peu la review vite fait, mais il y a déjà cette histoire de... Ah ouais, mais Burnham, elle a des choix, mais qui sont plus que douteux, et que Ozira, je sais pas, elle commence à négocier avec Ozira, mais là, elle sait pas trop ceci, cela, bon, c'est pas très bien, Ozira, de toute façon, elle est pas crédible non plus, elle vient pour négocier, puis après, finalement, on sait pas ce qu'elle veut. Le problème d'Ozira, c'est qu'on la voit que quelques scènes avant, mais vraiment quelques mini-scènes, puis tout d'un coup, c'est la super méchante. Donc forcément, t'y crois pas, parce que tu l'as vu 2-3 scènes avant, et puis après, là, on te sort, c'est la super vilain. Ouais, mais on te l'a pas présenté, tu sais pas qui c'est, tu sais pas pourquoi, tu connais pas son background, et après, on te dit, voilà, c'est juste
the super vilain. Bah, franchement, au niveau crédibilité, tu repasseras plus tard. Quoi. En plus, elle a un putain de gros vaisseau, là, tu l'as vu Ouais, aussi gros que celui des Klingons. Ouais, dans la saison 2, ouais, dans justement. La saison 2. Et tu sais pas d'où il sort, tu sais pas quelles sont vraiment ses motivations, du coup, bah tu sais qu'en gros, elle veut tout contrôler, mais que... Puis même ça, c'est mal amené. Très mal. Bon, après, t'as l'histoire de Saru, ils vont sur une planète d'où part justement le point d'origine du brasier. Voilà. Alors ça, c'est du foutage de gueule pour moi. C'est-à-dire qu'en un an et demi, ils arrivent à retrouver l'origine du brasier. Les autres, en 127 ans, ils ont même pas trouvé la sortie des toilettes, quoi, en gros. Hein. Enfin, je veux dire, c'est con. Exactement, ils sont pas sortis de leur bulle. Puis finalement, on apprend que, de toute façon, on va spoiler la mort, et on apprend que finalement, parce que c'est un ado qui a poussé sa crise, et puis donc, son cri ça a amplifié avec le dilithium, ça a amplifié l'effet de choc, et ça a fait tout péter. Quoi. Comme sa mère était enceinte, est tombée enceinte sur la planète pleine de dilithium, attention, je dis pas que c'est scientifique, ça a contaminé le fœtus qui a créé une symbiose avec le dilithium, et comme la planète était entièrement en dilithium, quand il a pété un plomb, ça a projeté une onde d'antidilithium dans tout l'univers. Je veux bien, pourquoi dans tout l'univers? On Aucune sait bien idée. Que quand ça pète une supernova, tout l'univur il pète pas. C'est même pas une supernova, c'est une onde de dilithium. Non mais je veux dire une onde. Une onde anti-dilithium. T'es d'accord avec moi que ça se répand, mais ça diminue au fur et à mesure que ça grandit. Je peux pas te dire, j'ai pas un bac plus 28. Non mais je veux dire, peut-être que j'ai tort, peut-être que quelqu'un pourra peut-être me c'est prévenir. pas un truc scientifique, donc y a pas de tort, y a pas de raison. Non mais c'est complètement con de toute façon à la base comme explication. Moi j'ai pas trouvé ça crédible. L'explication, au lieu de dire c'est une super arme, on a tenté un truc, c'était un nouveau moteur, tous les trucs qui auraient été crédibles, c'est un ado qui a fait un caca nerveux. Ça fait un peu Kylo Ren, tu sais, quand il s'énerve. Kylo Ren, il te fait pas exploser la moitié de l'univers. Non, c'est clair, il fait exploser une console, mais c'est pas grave. Il te fait juste exploser la moitié des communautés de fans. Il divise juste les Warzy. Mais donc déjà il y a ça, évacuer, dégager, c'est nul. Deuxièmement, moi, je vais encore revenir sur un principe scientifique, mais ils sont en pleine distorsion. Elle fait péter une nacelle. Le vaisseau, c'est pas grave. Il tire sur le frein à main. C'est juste ralenti. Mais le vaisseau, il y a pas d'effet quoi. Il va pas exploser. Ça va poser aussi problème. Je cherche beaucoup de crédibilité déjà. Je trouvais ça nul aussi. Si tu cherches de la crédibilité dans Star Trek Discovery et saison 3, ça va être très compliqué parce qu'ils ont pris la science, ils l'ont plié en 4, ils sont torchés avec. Ouais, complètement, mais c'est la fin anti-scénaristique. Puis voilà quoi, donc voilà quoi. Puis on arrive à la fin, je trouve que c'est le pire de tout, c'est que Saru, il va avec le jeune sur sa planète. Donc Saru. Du coup, il perd totalement le commandement du vaisseau. Je veux dire, donc il faut un nouveau commandant. Ça fait 3 saisons où on te dit Saru, voilà, il évolue jusqu'à en devenir capitaine, et en 1 voire 2 épisodes, il renonce à ses fonctions. Alors on parle beaucoup de whitewashing dans le cinéma, mais là c'est de l'human washing, c'est-à-dire que la minorité extraterrestre, ça va bien se faire foutre, elle retourne sur sa planète. Human watching, on va dire, un truc comme ça. Ah non, j'ai oublié le truc complètement con, c'est qu'ils sont prisonniers dans le grand vaisseau, puis d'un coup il y a ta gueule c'est magique, tu sais l'effet de ta gueule c'est magique. Ouais, on peut pas faire de saut vu que Stamets n'est plus là. Ah ouais, c'est-à-dire que... Bah ouais, mais Book est là, c'est bon, donc Book il va contacter les réseaux mycéliens par l'opération du Saint-Esprit. Ça sort de mon cul. Je crois que c'est le pire de tout, ça. Alors ils disent à Stamets, il faut pas quitter vivant parce que sinon le Discovery tombe dans les mains de l'ennemi. Donc l'autre elle envoie Stamets dans l'espace pour que la Fédération le reprenne et comme ça il est en sécurité. Ouais. Mais alors n'importe quel télépathe peut utiliser le moteur sporique. Depuis quand les mecs? Vous avez eu quand même 13 épisodes pour vous en rendre compte. Book qui est là, alors qu'on t'explique quand même pas. Ça fait 2 saisons qu'on t'explique que si le gars n'a pas d'ADN de tardigrade, il pourra pas réagir dans le truc. Et le mec, il va communiquer avec le réseau mycélien et il va nous faire un saut. Et ils te font un suspense, mais qui te prend pour un con en plus, parce qu'il fonctionne absolument pas quand ils sont en train la planète est en train de se disloquer là, tu sais, à un moment. La planète de l'Idiltium. Avec il y a Adira et puis il y a tout l'équipage avec Hugh et tout ça. Et donc ça se disloque. Puis Discovery, est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Non mais il te prend pour un con quoi. Je sais pas, mais il y a 2 secondes. C'est comme Bernard le fait. On va essayer. On n'a jamais essayé. Ouais, attends. Ils sont en train de larguer leur noyau nucléaire, leur noyau de dilithium, de distorsion on va dire, pour faire péter le vaisseau. Mais ils ont aucune garantie que le truc il va marcher, tu vois, c'est débile. Puis ça sort de nulle part. Puis la théorie c'est comme il est télépathe, je pense qu'il va communiquer avec les homicéliens. C'est surtout. Tu te dis quoi? C'est surtout c'est écrit avec le cul, donc on va le faire, tu vois.
Ah ouais, oh putain. Mais Alors c'est d'accord, le twist, il est bien, mais je veux dire, ça sort de... catastrophique, ça c'est sort de catastrophique nulle au niveau de l'écriture. Et puis en plus, bon, ça c'est, il y a ça, mais c'est tout le long du 13e épisode parce que ça s'arrête. Alors qui c'est qu'on va foutre sur le fauteuil? Bah évidemment Burnham, vu que de toute façon elle a réglé tous les problèmes. Mais elle a pas arrêté de désobéir, elle a pas arrêté d'être arrogante et tout, mais on va foutre un... Ça faisait 10 épisodes, on disait Burnham, arrête de foutre le bordel à tout faire dans ton coin, est-ce que t'es en train de tout mettre le reste en péril? Ouais. Puis là, t'as le mec qui dit à la fin, qui change d'avis, mais comme ça, tac, c'est non Burnham, bon je te mets capitaine parce que c'est bien, faut savoir désobéir. En gros, moi, c'est j'ai compris. Hein. Je sais pas, il y aurait quand même eu une notion de réadaptation, de période, je vais dire de réadaptation. De toute façon, moi, quand il y a un truc qui m'a aussi fait tiquer, c'est il nomme Tilly en tant que capitaine second. Mais qu'est-ce que c'est cette connerie? Tilly, elle a pas les épaules, on voit bien qu'elle a pas les épaules. Puis c'est confirmé dans le scénar. En plus, elle se fait jeter comme une grosse merde de son fauteuil de commandant par Ozira, on le voit bien. Hein. C'est tout juste, elle chie pas dans son froc, quoi, tu vois. Tu peux pas mettre une personne comme ça, faut quand même une personne qui ait de la confiance en lui, qui est physiquement prêt à endosser. Mais pas Tilly, il faut arrêter, quoi. C'est une enseigne. T'as jamais vu dans un Star Trek une enseigne devenir second en second? Non, puis... Il faut un officier. Non, puis en plus, je veux dire, on te la met, mais on sait pas pourquoi. Parce que d'ailleurs, elle dit, ouais, j'ai confiance en Tilly, mais c'est tout. C'est juste parce que t'as confiance en quelqu'un que tu ne mets pas une autre responsabilité. Et quand on va reparler de Burnham, on va aussi revenir sur tu vois, la fin de la saison 2, le contrôle, qu'est-ce qu'il voulait? C'était absorber l'intelligence artificielle qui s'était mise dans le... Les données de la sonde, Discovery. ouais. La sonde, ouais. De la sonde. Ouais. On est d'accord que personne n'arrive à l'enlever. Les données de la sphère, il n'y a personne qui arrive à l'enlever. Ouais. C'est incrusté dans le vaisseau. Ouais. Ozira, elle y arrive. Elle y arrive. Quand elle prend le contrôle du Discovery, Elle arrive à aspirer le truc. Non, mais non, je veux dire, elle arrive à déprogrammer tout le Discovery. Et du coup, les données de la sphère, elles vont dans les petits robots. Tu vois, c'est encore un truc que j'ai pas pigé, tu vois. Il y a tellement de conneries dans ce truc-là que, à la seconde, tu sais, c'est en vitesse de distorsion. C'est la connerie en distorsion, quoi. Les conneries dans les 3 derniers, c'est distorsion. C'est en distorsion maximum. Disco. Non, mais du coup, les données de la sphère, c'est-à-dire que c'était peut-être pas au... C'est surprotégé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 1000 ans, d'accord, c'était peut-être pas enlevable, mais c'est-à-dire que quand ils ont reprogrammé le vaisseau la première fois, bah ils auraient pu l'enlever en fait. Ou alors, la fédération, moi je comprends pourquoi ils se mêlent plus des affaires des autres. Si c'est des incapables, c'est pas la peine, vous allez faire pire que mieux. C'est une fédération d'incapables maintenant, on va le dire, hein, mais comme tu dis, t'as mis encore le doigt sur un truc que j'avais pas capté, mais bon, mais j'étais tellement agacé que peut-être que j'ai encore pas vu cette incohérence. On les a enchaînés, les conneries, on les a enchaînées. Ouais, non, mais c'est vraiment grave quoi de prendre les spectateurs pour des cons, quoi, pour même les tréquis moyens. Je sais pas, c'est vraiment pas. Non, qu'est-ce que je voulais ajouter, moi on a fait un peu le tour, mais ouais, c'est toute une espèce d'enchaînement de conneries, et ça fait que ouais, t'as des trucs d'ici avec le téléporteur, là, t'as l'espèce de lézard qui arrête pas de se téléporter. Bon, le running gag fonctionne 2 minutes, on va dire, mais après quand c'est en continu, bon bah. Ouais, ça c'est du pénible. détail, voilà, comme tu dis, c'est du running Ouais, gag. Surtout ouais. tu le vois plus jamais le lézard. Moi je te dis, il y a du mainwashing là-dedans. Il y a eu passé, mais bon, puis il y a Stamets, il est sympathique, puis tout d'un coup il commence à flipper parce que Hugues est sur la planète, il faut aller là-bas, il faut aller retourner sur la planète parce que Hugues est là-bas, mais il n'a rien à foutre de Saru, quoi. Bah, puis Burnham, elle n'a rien à foutre d'eux parce qu'elle veut pas y aller. C'est la première pour ses trucs perso à se dire, vas-y, on pique le vaisseau. Et là, c'est pour aller sauver Saru. Elle dit, oh, Saru, non, mais laisse-le, c'est bien. On va aller sauver Book. Parce que sauver Book, là, elle prend des risques. Ah là, il faut aller sauver Book ouais. parce qu'il est sur telle planète ou ceci, mais et puis l'amiral il parle, mais il parle avec son cul, on va dire. J'en ai rien à foutre de ce qu'il raconte, mais elle a pas arrêté de désobéir, elle a pas arrêté d'être dans l'insubordination, un peu comme dans le premier épisode, et ça y est, on te donne le poste de commandant d'un grand vaisseau, quoi. Et on va revenir sur Burnham. Ouais. Elle a été élevée sur quelle planète déjà? Sur Vulcain. Donc normalement elle doit faire Elle a totalement perdu la logique. Et ben ça n'existe plus dans la saison 3. Elle a totalement perdu son numéro de Vulcain. Ça n'existe plus du Si tout. elle fait la prise à un moment, je sais pas si t'as marqué. C'est pas parce que non mais elle fait juste la prise Vulcain, Ouais. c'est le seul truc qui la rattache. Je veux dire, la logique. Gestion de tes émotions. Il y a plus. Voilà, ça devient une humaine et puis là, c'est vrai qu'elle a sur été Vulcain, il y a plus. quand même plusieurs années sous l'éducation de Sarek, le père de Spock, quand même. Ouais, non, mais je veux dire, voilà, pendant Star Trek saison 1, saison 2 de Discovery, on te dit les émotions, attention, faire attention, donc très Vulcain. Saison 3, t'en entends plus parler. Et puis c'est Burnham, tu désobéis tout le temps. Tiens, la capitaine. Ça va, on n'est pas dans l'état français, c'est Starfleet. Hein. Il
pas les incompétents qui sont récompensés. Hein. C'est Star Trek, hein. C'est pas, ouais, comme tu dis, c'est pas les hauts fonctionnaires de la France. Hein. Ah bah là, ça devient ça. Hein. Oh, ouais, carrément. Non, mais je sais pas. De toute façon, il y a plein de défauts d'écriture. Et j'ai même zappé l'épisode. Enfin, j'ai zappé directement à la fin parce que j'en avais tellement marre des conneries à la seconde que ce 13e épisode, pour moi, il est hyper polémique. Puis de toute façon, il y a une saison 4 qui est prévue et moi, je vais pas perdre mon temps à regarder ça. De toute façon, on va être honnête, la saison 3 n'a pas de saveur. Ils te mettent juste un fil rouge en plus mais qui retombe comme un soufflé, c'est dommage. Donc saison 3, pas de saveur. Donc moi, saison 4, ce sera 1 ou 2 épisodes par curiosité, mais c'est tout. Je crois que de toute façon, la saison 4 va être renommée en Star Trek Burnham, puis c'est tout. Ça doit être ça, à mon avis. Parce qu'il y avait une série sur Giorgio qui devait arriver, là, mais je sais pas si avec... Et la série aussi avec... pas avec Spock et numéro 1, donc il va revenir un petit peu aux origines de la série classique. Après, il y a Picard, saison 2 aussi, qui va se tourner avec Patrick Stewart. Il y a plus cette espèce d'engouement que je pouvais avoir, tu sais, quand tu regardais Next Generation ou les autres. De toute façon, Star Trek Discovery, ça veut dire Star Trek découverte. Il n'y a plus de découverte. On a eu la découverte saison 1. C'est fini, là. Ça a été un peu moyen dans la saison 2, et là, il n'y a plus d'esprit de découverte, donc pour moi, il n'y a plus lieu de trop s'attarder sur cette série qui devient juste un Star Trek un peu bas de gamme. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand même, t'avais des défauts dans la saison 1 et 2. Dans la 3, c'est des défauts qui sont multipliés par 1000, quoi. C'est pas une saison qui le mérite. Bon, Discovery, bah oui, la première saison. Bon voilà, Discovery, oui, la première saison, un peu moins oui la deuxième saison, et bof la troisième, et non moi pour la 4. Faut passer son chemin sur la 3. Est-ce qu'on peut enchaîner, on va enchaîner sur quoi? Sur les séries, ou plutôt parler de notre gros lézard géant contre le singe géant? On peut faire une petite aparté, parce qu'on a eu le trailer justement de Godzilla vs Kong, qui vient de sortir, et que il y a du bon et du moins bon, donc on va en parler un petit peu. Bon, ça fera pas 20 minutes, tant pis, mais... C'est pour se faire plaisir surtout. On va se faire plaisir là-dessus, parce que je pense qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Ouais, donc ce film réalisé par Adam Wingard, si je me souviens bien, on retrouve au casting Millie Bobby Brown, qui était déjà dans le King of Monsters. Il y a aussi Alexander Skarsgård, et il y a plein de nouveaux personnages en fait. Hein. Bon, après là, t'es en train de dire une série de personnages, mais alors comment j'en ai rien à foutre des persos dans un Godzilla? C'est pas les persos que je veux voir. Non, mais je rappelle un petit peu les acteurs pour faire un petit peu la fiche technique, si tu veux. Moi non plus, j'en ai rien à foutre quand je regarde King of Monsters, mais c'est vraiment le dernier des trucs que je regarde, quoi, les humains. Moi, je zappe toutes les chaînes avec scènes avec les humains. Tellement écrit avec le cul ces personnages-là que franchement, voilà quoi pour la fiche technique. Donc le film est prévu pour sortir le 16 mars dans les salles de cinéma. À mon avis, c'est grillé, donc ce sera plus sur HBO Max, à mon avis. Bah ouais, il va encore falloir prendre un VPN pour regarder HBO Max. On adresse un petit clin d'œil à nos sponsors là en passant. Ouais, bon, on va parler un petit peu surtout de ces beaux visuels. Donc, apparemment, Kong, il ira ramener de son île de Skull Island. Bon, il explique rien. C'est une suite d'images. Ouais, c'est une suite d'images où tu vois Kong ramener de Skull Island, Kong sur le bateau, Kong qui attrape Stormbreaker. T'as Kong et Godzilla qui commencent à détruire. Alors ça, c'est vachement bien parce que avec ses épines dorsales, il détruit tous les porte-avions, tous les bateaux. Il y a rien qui lui échappe, quoi, le mec. Hein. C'est vraiment le Godzilla destructeur, quoi. Hein. Il est vraiment hostile. Hein, là. On a l'impression qu'il en veut la race humaine, quoi. Godzilla, c'est même dans les films japonais de l'époque, c'est ça. Hein. Et tantôt il est bon, tantôt il est pas bon du tout, tantôt il est neutre. Mais là, t'as l'impression vraiment qu'il a une dent contre l'humanité. Mais peut-être que ça l'énerve qu'il voit que Kong y a attaché, qu'ils essayent peut-être de le rendre en esclave. Donc. C'est un trait. Il va pas lui péter la gueule s'il a attaché, si. Ah non, mais c'est parce qu'il voit que Kong il est agressif, donc il est un petit peu obligé de... C'est vrai qu'il se prend des patates, hein, Godzilla, dans le trailer, quand même. Bah là, il a bien grandi, notre petit Kong. Ah ouais. Donc là, il arrive à être de la hauteur de Godzilla. Hein. Complètement, mais on voit cette image qui est assez épique. On voit d'un côté Godzilla, puis on voit Kong qui est prêt à faire... Ça fait un peu Rocky, tu sais. Après, ils sont sur un porte-avions qui est quand même balèze, hein, le truc. Mais alors, quand tu vois ces géants, tu vois les mecs, ils font 50 mètres de haut, quoi. C'est impressionnant, quoi. Tu vois Kong qui est prêt à lui décrocher une patate. Ouais, mais carrément, quoi. Et puis t'as toutes ces belles scènes. Il y a 2-3 scènes d'affrontement, on va dire. T'as des passages. T'as le passage sur le porte-avions. T'as le passage en pleine ville. Ça doit être Hong Kong, à mon avis, cette ville. Parce que t'as plein de lumière partout sur les buildings. Ça fait un peu Pacific Rim, tu sais, des fois. Ouais, ça fait un peu Pacific Rim. C'est New Tokyo. Ouais. Puis après, il va sur l'île et puis il retourne sur son île, apparemment. Parce qu'il y a des espèces de trucs géants.
pas tout le si géant qui vole. on sait pas s'ils y retournent ou s'ils vont, parce que c'est mis un peu dans le désordre les images dans un trailer. Complètement, ouais. Donc on sait pas si c'est quand ils vont le chercher ou si quand ils y retournent. Après, il faudra parler aussi du méchant du film parce qu'on sait pas qui c'est pour l'instant. Bah ouais, c'est sûr. Mais on voit plein de références un petit peu au Monsterverse avec ces espèces de chauve-souris géantes là, tu vois. Ça c'était pas mal. Il y a beaucoup de scènes. Enfin, on est plus emballé par le côté visuel des monstres que le partie humaine. Moi j'en avais marre. Au bout d'un certain temps, je dis ça dure 2 minutes 20, mais il y en a marre des humains. On veut de la baston, on veut des monstres géants. Ils ont compris dans King of Monsters, ils ont compris, c'est-à-dire ce que tu veux voir, c'est pas des humains qui essayent de résoudre une situation, c'est de voir des gros monstres se foutre sur la gueule. C'est ça, mais ça va être ça de toute façon. Maintenant le motif, il est un peu obscur, mais ça on le découvrira. Mais à mon avis, ça va être complètement con, mais bon, comme d'habitude. Bon, ce que j'ai pas trop aimé non plus, c'est qu'ils te foutent une chanson de rap qui n'a rien à foutre là-dedans, mais bon, c'est totalement hors sujet pour moi. C'est pour le côté dynamique. Ouais, tant qu'ils t'ont pas mis Ex Gone Give It To You comme il y a dans Deadpool. Du rap, tu le mets sur des films de Vin Diesel, ouais, à la rigueur, mais pas des films de Monsterverse, quoi. Bon, pourquoi pas, ça passe, moi je trouve ça passe. Moi je trouve pas, je trouve que c'est un gros défaut du trailer. Mais bon, à côté de ça... Ils vont pas te mettre du Vivaldi, c'est quand même deux monstres. Non, mais ils peuvent mettre une musique épique, tu sais, un truc qui claque, quoi, de l'instrumental, quoi. Plutôt qu'un truc de rap à la con, quoi, de merde. Mais bon... je vois bien la marche impériale là-dessus. Ouais, détourné, quoi, mais... Il y a de la belle musique, je pense qu'en illustration, on aurait pu faire mieux, mais bon, voilà, comme c'est un aspect que j'ai pas aimé du trailer. Bon, l'autre aspect, c'est les humains, mais sinon, j'étais emballé, j'ai envie de le voir, ce film, quand même. Et quand tu vois Kong, t'as l'impression qu'il est plus intelligent que les autres kaiju. Oui, donc déjà, c'est un singe, donc il est forcément plus intelligent qu'un homme. Ça, c'est prouvé, de toute façon, il en manque que la parole. Et puis, c'est vrai qu'il y a une histoire cette histoire de marteau, marteau Stormbreaker. Il y a le souffle atomique sur le marteau, et que là, tu arrives avec son marteau pour péter la gueule à Godzilla. Je crois le marteau... en fait, absorbe le souffle atomique. Hein, on sait pas. Si, on voit dans la bande-annonce, c'est comme s'il aspirait le souffle atomique de Godzilla, tu sais. Ça fait très comme ça, quoi. Tu vois bien le plan. Quoi. Il va chercher son marteau sur Skull Island, apparemment. Ça doit être ça, l'histoire. Mais j'ai beaucoup parlé. Toi, t'as pas parlé beaucoup. Est-ce que t'es emballé par ce trailer Moi, forcément, je suis emballé par le film en lui-même. Dès qu'il y a des kaiju qui se mettent sur la gueule, moi, je suis emballé. Dès que t'as du Godzilla, ouais. Voilà. Après, moi, dans les scènes, j'ai vu la différence entre la force brute et l'intelligence. C'est-à-dire que Godzilla, ça représente la force brute. Hein. Ouais. Il arrive, il déchire tout, comme tu dis, il fonce à travers les porte-avions. Ça a pas l'air de le déranger plus que ça. Et puis Kong, tu vois, il y a un peu des mimiques qui te disent où il réfléchit, tu sais, quand il plisse l'œil, les machins comme ça. Tu te dis, il va y avoir un rapport entre intelligence et force. C'est-à-dire que Godzilla va être beaucoup plus fort, mais l'autre va être beaucoup plus intelligent. Voilà, quelque chose qui va faire comme ça. Ouais, ça se peut, ouais. Après, moi, je suis un peu déçu, j'ai pas vu de mec remettre son masque pendant une scène de combat, donc c'est un peu dommage. Mais avant, c'est vrai qu'au niveau de l'animation, au niveau des mimiques et tout, Kong, c'était le King Kong qu'on a vu de Skull Island, celui-là, il est super expressif, on y croit, quoi, on croit au personnage, quoi, tu vois, c'est ça qui est bien. Peut-être que tu veux pas glisser un petit mot sur la version de 65, je sais plus si c'est 65 ou avant, J'aurais dit 56, moi. Godzilla versus Kong. King Kong versus Godzilla, j'aurais dit 56. 56, c'est si vieux que ça. Ouais, enfin, c'était more monster, more cash, donc voilà. Donc, il y a des scènes de combat où tu vois bien que c'est du caoutchouc, parce qu'à un moment, il lui met un arbre dans la gueule à Godzilla. Puis tu as la bouche en caoutchouc qui est prête à se décrocher. Il y a un moment, je te jure, tu vois le mec en train de remettre son masque. Déjà, le masque, il est un peu bizarre parce qu'il est plat et puis il est écrasé. Hein, il est souvent écrasé, celui de Kong. Ouais, puis tu vois que c'est un humain dedans, quoi. Ouais. Quand il marche, des trucs comme ça. Ouais. Ça fait très Spectreman, tu vois. Ouais, en même temps, ça va, c'était les années. On va dire les années 60. On n'est pas de budget. Hein. Là, avec du budget, t'y crois un peu plus. J'ai un peu plus envie de voir. Il y a du budget, et puis il y a les effets spéciaux. Hein, j'ai hâte de voir la suite, moi aussi. Godzilla contre Mecha Ghidorah, Godzilla contre. Je sais pas, contre Donald Trump, King Kong contre King Caesar. Qui est le 5e épisode, ça va être qui apparemment, ce serait un Mecha Godzilla le prochain. Ou contre Gypsy Danger. Peut-être King Caesar, tu sais. King Caesar. Non, moi c'est un film que j'ai hâte de voir. Ouais. Sur grand écran, je pense que ça va être très compliqué. Voilà, c'est mort là. Mais bon, on demandera à nos sponsors ou un VPN d'aller voir ça sur HBO Max et puis tant pis, on paiera. On va pas le rater, hein, de toute façon. Non, c'est un truc à pas rater. Mi-mars, on va être au taquet là. Hein, on vous fera une review sur
Sur King Kong. Sur la chaîne comme il se doit. Voilà, bon, on va enchaîner sur... tu veux peut-être dire quelques mots sur, par exemple, les mangas que tu as vus récemment Vraiment une petite aparté, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. 2 mangas que j'ai vus récemment, on va commencer par le moins connu de tous, qui est un peu vieux quand même. Je pense qu'il doit bien avoir une dizaine d'années. C'est Kuragehime, Princesse Jellyfish en anglais. L'histoire simple d'une fille qui est otaku des méduses. Ça fait un peu bizarre, je vous l'accorde comme ça. C'est un peu bizarre comme expression. Et qui rencontre un gars qui est fan du travestissement. Voilà. Donc elle habite dans une pension de filles où les hommes sont interdits, mais plus par, convenance, parce que c'est que des vieilles filles plutôt que par obligation. Et puis un jour, elle se fait chasser d'un magasin de méduses parce qu'elle pète un plomb dans le magasin de méduses. Elle arrête pas de parler au mec de méduses vu que c'est une otaku. Et puis le mec il en a marre, il la fout dehors. Et puis donc le mec, on sait pas que c'est un mec qui la... Enfin, pas qu'il la sauve, mais qui lui paye sa méduse, quoi, pour sauver la méduse. Et puis, il y a une amitié une amitié, romance, etc., qui se noue entre les deux. Et puis, voilà. Puis, qui est la reine des méduses, elle va devenir une reine de la mode, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, elle a une facilité à créer des robes en forme de méduse. Ouais. Et avec ça, l'autre qui adore se travestir, qu'on sait pas si c'est un garçon ou une fille, parce qu'elle arrive à rentrer dans le bâtiment et tout le monde croit que c'est une fille, même quand il la retrouve torse nu, ils croient juste que c'est une fille qui a pas de nichon. Et donc c'est une histoire entre les deux et toute une histoire qui va se former autour d'eux pour réunir une passion en fait dans la mode, c'est-à-dire que l'autre il va se servir de ses talents de dessinatrice, de l'autre qui dessine des méduses, et puis il va se lancer dans la mode en faisant le mannequin tout simplement, et puis il y a une histoire qui se crée entre les deux comme ça. Rien à voir avec les trucs extraterrestres machin. Donc, non, c'est clair. Bon, ça change un petit peu. C'est un peu plus intimiste, on va dire, comme manga. Ouais, ça se laisse bien regarder, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé, ça se binge facilement. Puis en plus, c'est un peu dur à trouver. C'est-à-dire qu'il faut aller un peu sur le côté obscur de la force pour les trouver. Ah bon, c'est pas Netflix ? Non, c'est pas Netflix, donc c'est un peu dur à trouver. Vous le trouvez chez les distributeurs ou chez Crunchyroll, je sais pas si vous l'avez. Crunchyroll, ouais. Donc faudra essayer de le trouver, mais voilà. Bon, c'est quelque chose que je peux conseiller, c'est assez bien à regarder. Il y a des modes on, des modes off qui sont assez bien, et puis ça se laisse regarder franchement très bien, puis voilà. Bon, on passe à Dr. Stone, peut-être. Donc là, manga beaucoup plus récent, parce que la saison 2 est en cours de diffusion, notamment sur Crunchyroll. Un manga que j'ai commencé à regarder il y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'une semaine, donc assez connu, qui s'appelle Dr. Stone. Donc Dr. Stone, c'est l'histoire de Senku, qui se réveille après 3700 ans, qui a été enfermé dans la pierre, mais pas que lui, toute l'humanité a été enfermée dans la pierre. 3700 ans plus tard, il se réveille, et puis là, l'humanité a complètement disparu, sauf un groupe, et son but à lui, c'est de reconstruire l'humanité, avec ses connaissances scientifiques incroyables. Il a des connaissances scientifiques de dingue, et puis voilà, son but, c'est de reconstruire la civilisation. Ouais, Dr. Stone, c'est pour signifier que c'est quelqu'un de l'âge de pierre, en fait. Non ? Voilà, retour à l'âge de pierre, c'est-à-dire que toute l'humanité a disparu. Toute l'humanité a été pétrifiée. Toute l'humanité, ainsi que des hirondelles. On ne sait pas comment il sort de son cocon de pierre. Après, il y a son copain à lui, Taiju, qui arrive à aussi sortir de son cocon de pierre, mais là, parce que justement Senku l'a aidé en mettant des solvants en fait dans la pierre. Donc là, du coup, il a retrouvé aussi son humanité. Et après, ils se font pourchasser par des lions, donc il réveille un super mec balèze, Tsukasa, qui est un vrai psychopathe en fait. Et là, du coup, le royaume de la science qui va affronter le royaume des tribus de l'âge de pierre, entre guillemets, parce qu'ils arrivent dans une nouvelle lieu où c'est les survivants de l'humanité. Je veux pas vous spoiler, donc je vous dirai pas d'où ils viennent. Où il y a une quarantaine de personnes qui ont survécu depuis 3000 ans, et puis qui ont reconstruit quelque chose, et lui, il va apporter le savoir scientifique, mais de façon très, très rigolote, c'est-à-dire l'électricité, le Coca-Cola, les ramen, enfin tous les savoirs scientifiques pour faire ce qu'il appelle, lui, le royaume de la science. Bon, on va peut-être saluer nos auditeurs pour cette chronique, et on va leur donner rendez-vous pour un prochain podcast. On va leur donner rendez-vous donc pour la semaine prochaine. On vous fera un petit teasing sur Facebook pour savoir de quel sujet ça va parler. Ouais. Mais en attendant, n'oubliez toujours pas, je vais le répéter à chaque podcast, la petite cloche, le petit abonnement, parce que sur les quelques dizaines de vues qu'on fait, voilà, on a que, on va dire 10% des abonnés, 10% des auditeurs qui sont abonnés, puis on aimerait bien un peu booster le chiffre. Ouais, c'est sûr.